Euh, Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci Iñaki pour la présentation. Donc Hans, bon, toi tu es né au 50e parallèle latitude, moi je suis né au 53e, mais j'ai quand même dû descendre 8 degrés en latitude pour pouvoir étudier le vin. Voilà, bon, je passe rapidement sur les manifestations du changement climatique parce que c'est bien connu que la teneur en CO2 augmente et que les températures augmentent. Ici, quelques données chiffrées de Météo France et de Val-de-Loire, et c'est pas contestable que les températures augmentent. Concernant les précipitations, les tendances sont un petit peu moins nettes. Ici, 60 ans de précipitations à Bordeaux-Mérignac. Alors, peut-être qu'il y a une petite tendance à la baisse, mais ce qui frappe surtout est que les précipitations sont très variables d'une année sur l'autre et c'est beaucoup plus difficile de voir des tendances nettes sur les précipitations. Ceci dit, lorsqu'on raisonne en sécheresse perçue par la vigne, par exemple en faisant un bilan hydrique, on constate quand même que sur une longue période, le bilan hydrique devient de plus en plus négatif, tout simplement parce qu'une augmentation de température induit une augmentation de l'évapotranspiration. Donc même s'il ne pleut pas forcément moins, la vigne perçoit plus de sécheresse parce qu'à cause d'une augmentation de la température, il y a plus d'évapotranspiration. Alors, quelles sont les conséquences d'une augmentation de température? Cette augmentation de température décale la phénologie. Les stades phénologiques sont atteints de plus en plus précocement. Et comme on peut le constater, par exemple, sur les dates de vendange, ici une série sur Châteauneuf-du-Pape, où on est passé d'une vendange moyenne de la dernière semaine de septembre dans les années 1950 à aujourd'hui une vendange dans la première semaine de septembre. Ce changement climatique modifie aussi la composition du raisin et dans tous les vignobles du monde, on constate une augmentation des degrés alcooliques, enfin de la teneur en sucre du raisin et donc du degré alcoolique des vins et une diminution de l'acidité. Ici, une série tout à fait significative des laboratoires d'Ubernay. Il s'agit du dernier prélèvement avant maturité sur des milliers d'échantillons et on voit que sur 30 ans, on a gagné 2 degrés potentiels et on a monté de 0,2 unités de pH. Les conséquences d'une sécheresse accrue sont tout d'abord une diminution du poids des baies qui va affecter le rendement. Donc ici, les potentiels, plus sur cet axe, plus on est à gauche, plus il y a de contraintes hydriques et donc le poids des baies est bien corrélé à la contrainte hydrique. Une contrainte hydrique accrue veut dire des baies plus petites, donc une diminution de rendement, mais aussi des raisins et des vins plus concentrés. On constate une diminution de l'acidité, et en particulier de la teneur en acide malique, et sauf cas de stress hydrique excessif, l'augmentation de la contrainte hydrique augmente généralement la teneur en composés phénoliques. Alors ces évolutions sont globalement donc positives pour la qualité des vins rouges dans la plupart des régions. Un petit peu plus de contrainte hydrique, ça veut dire plus de qualité, pas forcément pour les blancs, mais une diminution du rendement. Le rayonnement, en particulier les rayonnements UVB, augmente aussi. Et là, ça a aussi un effet sur les composés phénoliques. Il y a plus de tanins et d'anthocyanes dans les raisins qui sont plus exposés aux rayons UVB. Encore une fois, c'est plutôt positif pour les rouges et plutôt négatif pour les vins blancs. Donc, quel est l'effet plus globalement sur la qualité et la typicité du vin? Donc, si on résume, la maturité est atteinte plus tôt dans la saison. Les raisins sont plus mûrs au moment de la récolte et ça va forcément avoir un impact sur la typicité des vins. Et on vendange en moyenne des raisins plus mûrs aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Les raisins sont plus concentrés. Alors, si on replace un petit peu, si on reprend un peu de recul et si on regarde quelles sont les conditions ou la composition du raisin qui permettent de faire des grands vins, et en particulier des grands vins qui expriment les particularités de leur terroir. Alors évidemment, il faut que les raisins soient mûrs, on ne fait pas de grands vins avec des raisins qui sont verts et acides, mais si le raisin mûrit trop tôt en saison, ce n'est pas non plus favorable pour la qualité, parce que le raisin va être très sucré, donc les degrés alcooliques excessifs, pas assez acide, donc manque de fraîcheur, et surtout, ça sera au détriment de la complexité aromatique. Donc, idéalement, il y a une fenêtre de maturité qui est idéale pour la production de grands vins, c'est d'avoir la maturité à peu près, c'est pas au jour près, mais à peu près entre le 10 septembre et le 10 octobre. Et donc, avec le changement climatique et l'augmentation des températures, un des risques, c'est que habituellement, traditionnellement, dans les principaux régions en Europe, on avait
les vendanges dans cette fenêtre-là, mais il y a donc un risque qu'avec la maturité devenant de plus en plus précoce, qu'on quitte la fenêtre et qu'on risque d'avoir des maturités au mois d'août. Donc si on veut regarder comment on peut adapter notre conduite du vignoble et le matériel végétal à cette augmentation de température, il faut donc raisonner, il faut essayer de décaler le cycle, et donc ça entraîne toute une modification de notre raisonnement de la viticulture, parce que pendant des décennies, on vous a dit qu'il faut tout faire pour amener les raisins à maturité, et aujourd'hui, on va vous dire qu'il faut peut-être commencer à penser à décaler un petit peu la maturité. Alors, au passage, je note que ce qui est assez cocasse, c'est que, donc en disant ça, et en observant le comportement des viticulteurs par rapport à la date de récolte, on constate que finalement, les viticulteurs vendangent de plus en plus tard, pas forcément en date absolue, mais si on regarde les périodes, le nombre de jours entre la véraison et la récolte, et tout au moins ce sont des données pour des Bordelais, on a ici un exemple sur un domaine à Margaux, où la durée véraison-récolte en 30 ans est passée de 35 à 55 jours. Et donc, dans un contexte où le climat se réchauffe, le viticulteur a tendance quand même à laisser les raisins mûrir plus longtemps pour avoir un raisin plus mûr. Donc, quelque part aussi, cette recherche de raisins plus mûrs, c'est quelque chose qui évolue et peut-être en lien avec des consommateurs qui cherchent des vins qui ont un profil un petit peu différent. Alors, mais si on raisonne à long terme, il faudra probablement quand même essayer de décaler le cycle et quels sont les leviers que l'on a pour essayer de décaler la maturité. Alors d'abord, au niveau de la conduite de la vigne, on peut penser à tailler tardivement. La taille tardive décale le débourrement et donc tout le cycle qui va s'en suivre. Alors le gain va être relativement limité. Il y a aussi une considération pratique. On peut tailler quelques parcelles au mois de mars, mais il est évident que vous ne pouvez pas tailler la totalité de vos exploitations au mois de mars. Vous allez vite avoir des problèmes d'organisation du travail. Un autre levier, c'est la hauteur du tronc. Dans les régions où la maturité du raisin était historiquement difficile, comme par exemple le Cabernet Sauvignon à Bordeaux, les viticulteurs s'efforçaient d'avoir des troncs le plus bas possible pour avoir les raisins près du sol, pour bénéficier de ce petit surplus de température. Ici, les courbes de température à 20 cm et à 2 mètres. Non, pardon, c'est l'inverse, 2 mètres ici et 20 cm là. Et on constate qu'au cours de la journée, pour les températures maximales, la température est plus chaude près du sol. Et donc pendant longtemps, on a, dans certaines régions viticoles, essayé d'avoir des troncs bas pour profiter de ce petit surplus de chaleur. Peut-être aujourd'hui, il faut penser à remonter un peu la hauteur du tronc pour s'éloigner du sol, pour avoir un microclimat un petit peu plus frais. Concernant les opérations en verre, le rapport feuilles-fruits peut aussi décaler la maturité. Alors ici, des résultats des travaux de Amber Parker en Nouvelle-Zélande, où elle a mis en place des rapports feuilles-fruits vraiment extrêmes, allant de très faibles à très élevés. Donc c'est bien sûr des conditions expérimentales un petit peu caricaturales, mais déjà avec des rapports feuilles-fruits très faibles, on constate ici 8 degrés Brix, c'est le moment de la véraison. On arrive ici à décaler d'une dizaine de jours la date de la véraison. Et là, ensuite, les courbes s'écartent encore au cours de la maturation. Ici, les Brix, c'est donc la teneur en sucre du raisin. Et donc, en adoptant des rapports feuilles-fruits très faibles, on peut décaler la véraison et ralentir la maturation. Et ça a très peu d'impact sur l'acidité. C'est assez curieux, ça impacte les sucres, mais pas forcément l'acidité. Alors évidemment, là aussi il y a des limites, et notamment en rouge, puisqu'un faible rapport feuilles-fruits impacte négativement les composés phénoliques. Et donc c'est quelque chose qui sera difficilement applicable en rouge, mais peut-être une piste pour décaler la maturité des raisins blancs et avoir des raisins un petit peu moins sucrés. On peut aussi regarder du côté du matériel végétal. Un levier très intéressant, c'est le porte-greffe, puisqu'il y a des porte-greffes précoces, comme le Ripariaguar de Montpellier, et des porte-greffes qui induisent un petit peu plus de tardivité. Alors si on quantifie le décalage, et ça dépend un petit peu du millésime, mais ça va de 3 jours ici en 2015 jusqu'à 6 jours en 2014. C'est à peu près la fourchette. Avec le cépage, avec le choix du cépage, on a un levier beaucoup plus important. Et donc ici, des données d'une parcelle expérimentale à Bordeaux, on compare une cinquantaine de cépages qu'on caractérise très précisément au niveau phénologie et maturation. Et on constate que, donc par exemple pour la véraison, entre des cépages précoces et des cépages tardifs, on a pas moins de 25 jours d'écart
et à maturité, cet écart s'accroît encore. Et donc, dans les régions où on cultive plusieurs cépages, il y a évidemment une ressource très intéressante, c'est-à-dire, par exemple, à Bordeaux, aujourd'hui, le Merlot est majoritaire, mais en basculant vers le Cabernet Sauvignon, on va décaler le cycle de 10 à 15 jours. Aujourd'hui, il y a 65% de Merlot et 23% de Cabernet Sauvignon à Bordeaux, et donc on peut penser que peut-être dans 20, 30 ou 40 ans, il faudra inverser ces proportions. Et si cela ne suffit pas, on peut aussi penser à introduire des cépages encore plus tardifs provenant d'autres régions viticoles. Toujours dans le matériel végétal, il y a un petit effet aussi au niveau du clone. Dans la sélection clonale, on a toujours sélectionné des clones précoces qui produisent beaucoup de sucre, et il faudra peut-être reprendre la sélection clonale à l'envers et plutôt sélectionner des clones tardifs qui sont des producteurs un petit peu plus modérés en sucre, et ça peut aller jusqu'à une semaine pour une collection de clones de Cabernet Franc, ici, où l'ami Véraison s'est étalé pour ces clones sur une semaine. Alors, toutes ces options pour retarder la maturité, donc vous voyez qu'il y en a beaucoup, sont cumulatives et peuvent être mises en œuvre progressivement. Alors, si on regarde les projections de Philippe Pierry sur les dates de vendange, que ce soit à Bordeaux ou à Toulouse, il prévoit, avec les projections, que la maturité sera avancée dans la fourchette 2020-2050 par rapport à aujourd'hui d'environ 25 jours et de 45 jours pour la période 2070-2100. Alors, si on met bout à bout toutes les différentes options que je vous ai présentées, on peut largement atteindre ce décalage. Alors, il faut quand même être prudent, parce que, comme je vous ai dit, il y a certaines choses qui sont plus faciles à mettre en œuvre que d'autres. On ne peut pas tailler toute la propriété tardivement. En rouge, on ne peut pas trop baisser le rapport feuilles-fruits, et donc ça ne veut pas dire qu'on peut systématiquement mettre en œuvre toutes ces modifications. Mais on a quand même pas mal de ressources, donc il y a des adaptations tout à fait possibles qu'on peut mettre en œuvre progressivement. Alors maintenant, le deuxième volet de mon exposé sur la contrainte hydrique. Donc, je vous ai dit qu'il y aura de plus en plus de contraintes hydriques et comment on peut faire face à cette contrainte hydrique qui va être de plus en plus forte. Alors, l'intensité de la contrainte hydrique est souvent perçue par les viticulteurs à travers le rendement. On entend souvent dire, et c'est une réalité, qu'on a de plus en plus de mal à atteindre des rendements convenables. Et tout de suite, la première réaction, c'est de dire, mais c'est parce qu'il y a de plus de contraintes hydriques. Alors, ça peut être le cas, effectivement, parce que la contrainte hydrique peut diminuer le rendement, mais il faut quand même être prudent parce que ça peut aussi être l'alimentation en azote. Et les symptômes entre une carence en azote et une contrainte hydrique peuvent être assez proches. Et les deux peuvent conduire à une baisse de rendement. Alors, il y a 20 ou 30 ans, toutes les vignes étaient quasiment désherbées, il n'y avait pas un brin d'herbe dans la vigne. Alors aujourd'hui, heureusement, on désherbe de moins en moins, donc il y a de plus en plus d'herbes dans les vignes, souvent voulues, parfois un peu subies, et ça a forcément un impact sur la nutrition azotée. Et donc aujourd'hui, globalement dans le vignoble, le statut azoté est plus faible qu'il n'était il y a 20 ou 30 ans. On fertilise un petit peu moins aussi. Et donc, finalement, les symptômes peuvent être relativement proches. Par exemple, ici, un stade de contrainte hydrique assez précoce, il y a des feuilles jaunes. Pour la carence en azote, il y a des feuilles jaunes aussi. Mais il y a aussi des différences. Pour la contrainte hydrique, quand ça se poursuit, il y a des nécroses qu'on n'a pas en cas de carence en azote et des vignes globalement pâles. Et ça, c'est typiquement un effet de carence en azote. Mais en tout cas, lorsqu'on constate des baisses de rendement, il faut absolument d'abord bien regarder si c'est l'azote ou si c'est l'eau. Heureusement, on a aujourd'hui beaucoup d'indicateurs à notre disposition pour mesurer la contrainte hydrique, par exemple par la mesure du potentiel tige ou le delta C13. Et pour l'azote, j'avais fait un exposé ici même il y a 4 ans pour vous montrer tous les outils possibles pour mesurer le statut azoté de la vigne. Je pense que la vidéo doit encore être en ligne, donc vous pouvez revenir là-dessus. Alors donc, une fois qu'on a diagnostiqué que c'est bien la sécheresse qui est le problème et pas l'azote, il y a heureusement là aussi beaucoup d'options pour le viticulteur pour s'adapter. Alors sûrement, l'utilisation d'un porte-greffe résistant à la sécheresse, c'est le moyen le plus élégant d'adaptation parce que c'est une option qui n'impacte pas négativement l'environnement et qui n'impacte pas votre porte-monnaie parce que ça ne coûte pas plus cher de planter un porte-greffe résistant à la sécheresse. Et comme une photo vaut mieux qu'un long discours, c'est une photo de Hans Schulz en Australie
qui montre très bien que, ici, une vigne plantée sur 110 Richter, porte-greffe très résistant à la sécheresse, et la même vigne à côté greffée sur SO4. Voilà, on voit très bien que le 110 Richter a beaucoup mieux supporté la sécheresse. Et il y a sûrement aussi des nouveaux porte-greffes à créer, et aujourd'hui, on fait des recherches sur le déterminisme génétique de la résistance à la sécheresse dans l'espoir de créer à l'avenir des porte-greffes encore plus résistants à la sécheresse que le 110 Richter, qui au passage est un porte-greffe également qualitatif. Le choix du cépage est important aussi, et fort logiquement, dans le bassin méditerranéen, les viticulteurs ont historiquement sélectionné des cépages qui sont relativement résistants à la sécheresse. Par exemple, ici, le grenache, qui est résistant à la sécheresse. Une photo prise dans une appellation en Aragon, en Espagne, où il pleut en moyenne 350 mm par an. Les vignes sont traditionnellement pas irriguées, et le grenache, comme vous voyez sur cette photo, se porte relativement bien, il emmène bien ses raisins à maturité. Ces gens-là ont voulu expérimenter le merlot, et voilà ce qui arrive lorsqu'on plante un cépage qui n'est pas adapté à la sécheresse dans une région sèche, mais ça ne marche pas. Voilà. Donc il est important d'utiliser des cépages résistants à la sécheresse dans les régions sèches. Alors, un autre levier intéressant, c'est le système de conduite. Il y a dans le bassin méditerranéen une longue tradition de conduite de vignes en gobelet. Et l'astuce de ce système de conduite, c'est que les rendements sont relativement faibles, les surfaces foliaires sont faibles aussi, donc par hectare, il y a peu de transpiration, et donc c'est un système de conduite qui est très résistant à la sécheresse. Et avec ce type de conduite, on peut éviter les effets négatifs de stress hydrique. Il y a beaucoup de vignobles avec des précipitations de l'ordre de 400 mm par an. On arrive à faire des grands vins en gobelet. Il faut aussi faire attention à la réserve utile des sols. Alors, autant que sous un climat humide comme à Bordeaux, les sols avec les plus faibles réserves en eau sont les meilleurs sols viticoles, autant peut-être dans la région sèche, il faut faire attention à des sols avec des réserves en eau trop faibles, et comme par exemple ici sur le calcaire urgonien de la Clappe, là c'est vraiment des sols qui sont très caillouteux, et c'est difficile de cultiver la vigne et d'avoir des rendements convenables sur ces sols sous un climat sec. Et donc lorsqu'on plante de la vigne sous un climat sec, il faut mesurer avant de planter la réserve utile des sols et peut-être éviter de planter la vigne sous des climats secs dans des sols avec des réserves en eau inférieures à 100 ou 120 mm de réserve utile. Autre possibilité, évidemment, c'est le recours à l'irrigation. Alors, avec l'irrigation, c'est un levier très facile, notamment pour augmenter le rendement dans des situations de sécheresse. Mais il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent lorsqu'on se met à irriguer, et notamment les ressources en eau. Par exemple, en Californie, ils sont aujourd'hui déjà confrontés à une forte diminution des réserves en eau. Et lorsqu'on prend, c'est peut-être pas vrai pour le sud-ouest en particulier, pour cette région, mais lorsqu'on prend l'ensemble du bassin méditerranéen, il n'y aura jamais suffisamment de réserves en eau pour irriguer l'ensemble des vignes qu'on cultive aujourd'hui. Un autre problème qui se pose avec l'irrigation, c'est l'augmentation de la salinité des sols à très long terme, et ça joue sur 40, 50, 60 ans, et les sols peuvent devenir impropres à la culture de la vigne. C'est déjà des phénomènes qui se passent en Australie et en Argentine. En plus, il y a des endroits où on ne pourra jamais amener l'eau, et c'est souvent ceux qui en ont le plus besoin. On a tendance à amener l'eau dans les vallées à proximité des rivières, et sur des coteaux un petit peu plus loin, souvent on n'en met pas l'eau parce que ça coûte cher, trop cher pour amener l'eau. Et donc on peut aussi se poser une question sociétale. Est-ce qu'une culture qu'on sait cultiver sans irrigation, parce qu'on a une longue tradition, est-ce que c'est raisonnable par rapport à d'autres utilisations de l'eau, par exemple pour l'eau potable ou pour des cultures qu'on ne peut pas faire venir sans irrigation, est-ce que c'est raisonnable d'utiliser plus de 100 litres d'eau pour faire 1 litre de vin? Alors, dans le bassin méditerranéen, comme je vous l'ai dit, il y a une longue tradition de culture de la vigne en conditions très sèches, que ce soit au Maroc, en Grèce, en Espagne ou à Maurie. Et il est tout à fait possible, en conditions sèches, avec un système de conduite adapté, des cépages adaptés et des porte-greffes adaptés, de faire des vins de qualité. Même dans le Nouveau Monde, où la très grande majorité des vignes sont irriguées, il y a des exemples de vins de très grande qualité qui sont faits sous climat sec, sans irrigation.
comme par exemple quelques-uns des plus grands vins d'Australie, Henschke Isle of Grace, aussi Penfolds Grange, c'est essentiellement fait à partir de vignes en gobelets qui ne sont pas irriguées. En Californie, il y a plusieurs domaines phares qui font de la vigne sans irrigation et qui produisent des très grands vins. Et plus près de nous, au Portugal, dans la vallée du Douro ou à Châteauneuf-du-Pape, on cultive la majorité des vignes historiquement sans irrigation et on fait beaucoup de qualité. Alors évidemment, le problème est beaucoup plus du côté des rendements. Lorsqu'on cultive la vigne sans irrigation dans une région sèche, forcément le rendement est très fortement pénalisé. Il suffit de regarder les rendements en Espagne et en France. Et en France, en moyenne, on est à 50 hectolitres par hectare, en Espagne à 30. Ce n'est pas parce que les Espagnols ne savent pas cultiver la vigne, c'est tout simplement il y a moins d'eau. La très grande majorité des vignes en Espagne ne sont pas irriguées parce que dans beaucoup de régions, il n'y a pas d'eau pour irriguer. Et donc, ça fait une forte décote sur les rendements. Et évidemment, le grand problème, c'est que ça peut menacer la durabilité économique des exploitations. Alors, donc, je vous ai parlé du gobelet. Donc, c'est un système qui est très résistant à la sécheresse. Alors, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, les viticulteurs du bassin méditerranéen ont mis 2000 ans à mettre au point un système qui est très résistant à la sécheresse. Et aujourd'hui, on va vers encore plus de sécheresse. À vitesse grand V, on est en train d'arracher tous les gobelets avec des aides européennes parce que, vous le savez très bien, parce qu'on ne peut pas mécaniser la vendange. Donc c'est quand même dommage. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose à faire, notamment du côté des instituts techniques, et je regarde mes collègues de l'IFV, je pense qu'ils ont une carte à jouer, parce que je pense que ce serait rendre un grand service à la viticulture que de développer une machine à vendanger qui puisse vendanger des gobelets. Je ne suis pas spécialiste de machinisme, mais ce n'est pas très compliqué, et on vendange bien des arbres fruitiers avec machinalement, mécaniquement. Donc un gobelet, c'est rien d'autre qu'un petit arbre fruitier, quoi. Donc ça devrait être possible. Alors évidemment, je vais revenir à mon équation économique, parce que pour la survie des exploitations, c'est le nerf de la guerre. Et donc, le problème numéro 1 de la contrainte hydrique, c'est que les rendements chutent. Ça, c'est une réalité qu'il faut regarder en face. Et donc, la culture de la vigne peut devenir moins rentable, ce qui est évidemment dramatique pour les exploitations. Alors, il y a deux solutions possibles. La voie qui est majoritairement suivie aujourd'hui, et c'est une possibilité, ça marche, hein, c'est irriguer et on arrive à augmenter les rendements et donc on diminue le coût de production par kilo de raisin. Mais je pense qu'il faut aussi garder dans un coin de la tête une autre solution, c'est qu'on peut aussi penser à laisser faire la diminution de rendement, mais diminuer les coûts de production. Par exemple, en mécanisant un gobelet, je suis convaincu qu'on pourrait arriver à des coûts de production inférieurs à 1 000 € par hectare et par an avec ce système. Alors voilà, donc c'est une question un petit peu plus large et en agriculture. Qu'est-ce qui est plus rentable? En Australie, où il fait très 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 sec, quand on met des bovins, on en met 1 pour 100 hectares, et c'est presque fini. Et aux Pays-Bas, on en met 10 par hectare. Alors, les deux systèmes peuvent marcher. Je pense que les gens en Australie vivent très bien de leur production, et aux Pays-Bas aussi. Et donc, en termes de rentabilité, je pense qu'il ne faut pas regarder que le rendement, mais il faut aussi regarder les coûts de production. Et là, Eric, je pense que tu as un joli sujet à étudier. Lorsqu'on compare le prix au kilo de raisin, combien ça coûte de produire un kilo de raisin dans une vigne irriguée où on fait des rendements confortables, mais avec quand même beaucoup de frais, l'entretien du palissage, les opérations en verre, le coût de l'irrigation. Alors, l'arrivée de l'eau sur la parcelle, c'est souvent payé par la collectivité, mais je propose que ce montant-là, on l'alloue à l'IFV pour développer une machine à vendanger qui puisse vendanger des gobelets. Ou bien un gobelet mécanisé, c'est-à-dire une viticulture un petit peu plus extensive, où finalement les frais sont très réduits parce qu'on n'a pas de palissage, l'entretien du sol est mécanique et facile parce qu'on peut faire des façons croisées, il suffit à mettre au point une machine à vendanger, peut-être aussi une taille mécanique en gobelet, et là on peut vraiment avoir des coûts de production très faibles. Alors évidemment, cette recette n'est pas généralisable, on ne peut pas l'appliquer partout, c'est uniquement pour des régions très sèches où le prix de l'hectare est extrêmement faible. Et si le prix de l'hectare est élevé, évidemment, on ne peut pas aller vers une viticulture extensive. Et donc, je ne veux surtout pas le prôner partout, mais juste, je pense qu'il faut, c'est pour susciter un petit peu le débat, parce que tout le monde semble aller dans la même direction, mais qu'il y a d'autres options possibles. Voilà, donc en conclusion,
Sous les températures, la phénologie augmente et donc on a des températures de plus en plus élevées pendant la période de maturation. Donc il faut retarder le cycle de la vigne. Là, on a de nombreux leviers et ils sont cumulatifs. Et donc là, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir, mais il faut quand même les mettre en place. Et le choix du matériel végétal, c'est vraiment un levier très intéressant et très puissant. Concernant l'augmentation de la sécheresse, il impacte avant tout le rendement et peut donc impacter la rentabilité économique. Et donc là, il y a deux voies possibles. La rentabilité, l'équation de la rentabilité économique peut être résolue soit par une augmentation du rendement ou bien par une diminution des coûts de production. Et les deux voies peuvent donner des résultats pour maintenir durablement la rentabilité des exploitations. Et là aussi, pour l'adaptation à la sécheresse, je pense que l'adaptation du matériel végétal, trouver des porte-greffes résistants à la sécheresse et des cépages résistants à la sécheresse, c'est vraiment un levier très intéressant à considérer, parce que d'abord, ça ne coûte rien, et puis ensuite, c'est tout à fait neutre sur le plan environnemental. Merci.